Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Patrimoniales de Verfeil. Nous sommes sur l'épisode 12 consacré à la suite donc de la vidéo épisode 11, les cathares à Verfeil, donc numéro 2 ici, le passage de Bernard de Clairvaux à Verfeil. Petit rappel comme chaque fois, les patrimoniales, donc chaque jeudi 15 heures, un épisode sur mes réseaux sociaux et en particulier Facebook est diffusé. J'en profite ici pour remercier mon ami correspondant brillantissime de la Dépêche, Emmanuel Waxman, qui m'a fait un très bel article qui est paru dans la Dépêche du Midi lundi dernier. Donc, le passage de Bernard de Clairvaux à Verfeil. Revenons brièvement sur le contexte. Nous sommes au milieu du XIIe siècle. Le sud de la France est marqué par l'essor du catharisme, un mouvement chrétien dualiste qui repose donc sur l'opposition de deux principes, le bien et le mal. On ne va pas rentrer dans les détails ici, mais qui est considéré comme déviant, hérétique par l'Église en place, l'Église officielle, l'Église de Rome. Nous sommes précisément en 1145. Le pape Eugène III mandate l'un de ses plus fervents soutiens, Bernard de Clairvaux, pour mener une mission de prédication contre les cathares et le catharisme dans tout le sud de la France. Quelques mots sur Bernard de Clairvaux. Bernard de Clairvaux, donc son nom est Bernard de Fontaine, né en 1090, décédé en 1153. Il faut savoir qu'il appartient à l'ordre des cisterciens. Donc Bernard de Clairvaux est partisan d'une vie austère dans la plus grande pauvreté pour porter la parole du Christ. En cela, on peut dire qu'il peut se rejoindre, donc, au moins sur certaines idées, par rapport aux cathares qui eux aussi prêchent la pauvreté et le retour à la vraie parole du Christ, à ce que eux considèrent comme la vraie parole du Christ. Bernard de Clairvaux donc lutte pour la sauvegarde de l'Église, et notamment l'Église de Rome, bien entendu, et notamment la doctrine catholique. Il voue une très grande dévotion à la Vierge, et il prêche également la seconde croisade en Terre Sainte. Ce qui va le préoccuper une bonne partie de sa vie, surtout à la fin de sa vie, donc c'est la croisade contre les cathares et notamment essayer de ramener un petit peu ce que lui considère comme les brebis égarées à le droit chemin, le chemin de l'église officielle de l'église de Rome. Ça c'est vraiment très important. Ainsi, accompagné du légat Albéric d'Ostie, donc qui est le légat du pape Eugène III, Bernard traverse plusieurs villes du sud de la France. Toulouse, bien entendu, Albi, Castres et bon nombre de villes un petit peu moins importantes en nombre comme Sarlat, Bergerac ou bon nombre de villages comme Verfeil, où résident pas mal de cathares, déclarés ou pas, puisque donc comme ils étaient considérés comme hérétiques, la plupart ne se déclaraient pas cathares. La région du pays verfeillois est alors connue pour une certaine tolérance des élites locales, et notamment des seigneurs de Verfeil, envers les cathares et la doctrine cathare. Certains, même, adhéraient au test cathare comme bon nombre d'habitants. On considère, d'après les chroniques de l'époque, notamment celle de Guillaume de Puylaurens, qu'il y avait à peu près un quart, voire un tiers des foyers qui étaient favorables au test cathare. D'après, toujours pareil, la chronique de Guillaume de Puylaurens et également la chanson de la croisade albigeoise, qui sont rédigées au XIIIe siècle, qui sont fondées sur des témoignages oraux et écrits, plus anciens, et qui sont surtout favorables donc aux chevaliers qui luttent contre les cathares. Bernard vient à Verfeil prêcher donc la parole de l'Église officielle, de l'Église de Rome, donc de l'Église catholique.
Il entre dans l'église qui n'était pas l'église que l'on connaît aujourd'hui, puisque l'église Saint-Blaise d'aujourd'hui est du début du XVIe siècle. Donc Bernard de Clairvaux entre dans une église primitive qui était, d'après les textes anciens, située au même emplacement que l'église actuelle. Là, il est fort mal accueilli par les dignitaires de Verfeil, ainsi que par la majeure partie de la population qui s'est rassemblée dans l'église et qui l'empêche de continuer son sermon. Il sort pour continuer sa prédication sur la place devant l'église, là aussi donc un vacarme incessant donc l'empêche d'aller au bout de son sermon. Donc c'est un échec pour Bernard de Clairvaux, et c'est à partir de cet épisode donc célèbre pour Verfeil que naît une légende tenace, la légende du figuier de Verfeil. Devant son échec, devant son incapacité à continuer son sermon, Bernard de Clairvaux, employons le conditionnel, aurait foulé le sol de ses pieds en faisant naître autour de lui un nuage de poussière et en prononçant un anathème, une malédiction. Verfeil, sous-entendu pays de la verte feuille, que Dieu te dessèche. Au bout de ces temps, après une longue sécheresse, le premier arbre à reverdir aurait été un figuier. C'est pour ça que, aujourd'hui encore, quelques 8 siècles après, plus de 8 siècles après, donc, le figuier reste et demeure le blason de la ville de Verfeil. Cette malédiction prononcée par Bernard de Clairvaux, bien qu'absente des textes directement attribués à Bernard, est répétée dans plusieurs sources tardives et également dans la tradition orale. Et on retrouve cet épisode dans bon nombre de livres qui traitent du catharisme. Donc elle aurait provoqué cette année de sécheresse avec le figuier qui fut le premier arbre à reverdir. Il faut néanmoins mettre un bémol sur non pas le figuier, qui aurait été le premier arbre à renaître, mais sur l'épisode de sécheresse. Dans certains écrits, on retrouve un épisode météorologique, mais non pas la sécheresse, mais une pluie diluvienne qui se serait abattue sur la ville de Verfeil, le pays verfeillois, qui aurait duré des années, 7 ans. Et donc le résultat est le même, que ce soit une sécheresse ou une forte et longue période de pluie diluvienne. Le résultat est que le premier arbre à renaître aurait été un figuier. Les historiens distinguent nettement l'épisode historique, qui est avéré, la venue de Bernard de Clairvaux à Verfeil dans la région, de la construction légendaire autour du figuier. Néanmoins, cette légende du figuier existe et elle est bel et bien connue et donc reliée d'un bon nombre d'écrits donc sur les cathares et le catharisme. Et elle laisse encore une trace durable dans la mémoire locale. Pour preuve, la fête du figuier qui se déroule chaque année donc au mois d'octobre pour donc commémorer cet événement important en plein cœur du Moyen-Âge verfeillois. Voilà pour cet épisode concernant Bernard de Clairvaux. Donc Bernard de Clairvaux, comme je vous l'ai dit en préambule, décède, il faut le savoir, en 1153, quelques années plus tard, en 1174. Bernard de Clairvaux deviendra saint, donc Saint Bernard. Je vous remercie de me suivre toujours aussi nombreux chaque semaine. Je vous donne rendez-vous à partir de la semaine prochaine pour l'épisode 13. Et j'en profite pour vous signaler donc que samedi prochain, donc samedi 25 octobre à 20h15 à la salle d'Anne-Solomiac, aura lieu la pièce de théâtre consacrée au père Marie-Antoine, dont j'ai évoqué brièvement sa vie lors d'un épisode précédent des Patrimoniales. Donc samedi 25 octobre, pièce de théâtre, j'aurai l'honneur de donner quelques mots d'introduction sur la vie du père Marie-Antoine. Et cet événement théâtral, je vous invite à y assister. Donc la pièce sera jouée par la troupe Truculana et dans le cadre donc de l'association des clochers de Verfeil qui donc œuvre pour la sauvegarde et la restauration de nos églises du pays verfeillois. Voilà, je vous donne rendez-vous pour ma part, si je vous vois samedi, sinon donc jeudi prochain pour l'épisode 13
et patrimonial. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne fin de semaine et à très bientôt. Merci encore. Au revoir.